En fait, ce qui ressort, de nos interviews des agriculteurs à l'époque 2020-2021, c'est qu'un des grands problèmes en agriculture sur notre territoire, c'est le manque d'eau, c'est le déficit hydrique. On a fait, une première expérimentation à Champy, puis ensuite on est rentré dans ce grand chantier qui est en cours aujourd'hui depuis 2024 avec la collaboration de partenaires, comme l'Agence de l'eau, comme la CNR, qui nous accompagnent financièrement parce qu'on accompagne l'aménagement du territoire, chez les agriculteurs. Et aujourd'hui, donc, il y a 17 porteurs de projets sur 2 territoires que sont Rhône-Crussol et Archaglo. L'hydrologie régénérative est née d'une volonté de vouloir réhydrater nos paysages, régénérer nos sols et donc implique 4 grands principes qui ont pour but de répondre à 2 faces d'un même problème qui sont les inondations et les sécheresses. Donc l'hydrologie régénérative englobe un certain nombre d'ouvrages qui répondent aux fonctions de ralentir, d'infiltrer, de stocker l'eau dans le paysage, de la répartir aussi. Et donc, ces ouvrages vont vraiment être pensés de manière globale à l'intérieur d'un système agricole. Et donc, on va partir des besoins de l'agriculteur, de l'agricultrice, de ses pratiques, du contexte aussi pédoclimatique pour adapter ces ouvrages à une production agricole, à des pratiques agricoles. L'idée, c'est de créer en fait davantage une éponge sur la parcelle et plutôt que l'eau ne fasse que passer, et la plupart du temps en faisant que passer, elle érode énormément le sol, donc elle emmène avec elle les éléments les plus fertiles. Là, l'idée, c'est donc de ralentir ce cycle et finalement d'arriver à garder, à capter toute cette vie du sol, là, tout ce que nous on amène quand on met du fumier ou quand il y a du pâturage, etc., quoi. Que tout ça, on arrive à le capter, à le garder et en fait à ce que, au bout du compte, notre parcelle elle soit moins érodée, plus fertile et surtout plus adaptée en fait aux conditions climatiques qui s'avèrent être de plus en plus sévères. Ça faisait quelques années qu'on réfléchissait à planter des haies sur Saint-Victor et on s'est retrouvé là du coup sur un projet qui nous permettait de faire ça mais qui en plus avait d'autres avantages, donc avec la gestion de l'eau, donc pour qu'elle s'infiltre vraiment sur tous nos terrains on va dire, sans causer de dégâts. Et également le point biodiversité qui est très important, auquel on n'avait pas spécialement pensé au départ et qui, avec les mares, les créations de fossés, les haies brise-vent avec beaucoup d'essences différentes, donc vont apporter beaucoup de biodiversité, ce qui est plutôt positif en maraîchage. En fait, pour nous, ce que j'aborderais plus, c'est que quand on regarde aux alentours, et c'est peut-être pour ça qu'aussi on avait ce projet-là depuis le départ, c'est qu'on est quand même sur une zone où il y a peu de biodiversité, peu de haies, peu d'arbres, peu de forêts. Et du coup, pour nous, c'était important de ramener même au niveau local, en fait, quelque chose de plus équilibré, de ramener de la faune, ramener de la flore aussi, ramener aussi... En fait, les haies aussi ont été pensées de manière à ce qu'il y ait des choses qui soient utilisables, que ce soit en cosmétique ou en nourricier. Et donc, du coup, c'était vraiment d'avoir une vision très globale et long terme, en fait. Du coup, on est super heureux de voir que tout ça modèle aussi le paysage et apporte d'autres choses, une autre vision, en fait, de l'agriculture aussi. Et c'était un peu l'impact qu'on souhaitait avoir aussi. Le design va amener déjà moins d'érosion sur les chemins, parce que l'eau sera mieux répartie. Il faut savoir qu'ici, en 2008, les vendanges n'ont pas pu se faire. Il y avait un gros épisode Cévenol et tous les chemins étaient partis, quoi. Donc j'espère qu'on ne vivra plus ça. Et après, l'idée de répartir l'eau, c'est de redonner vie au sol. Et l'idée à terme, c'est... Donc moi, je travaille tout le temps les sols de façon... mécanique, donc treuil, piochon et tous les outils de torture. Et l'idée du coup, c'est de plus du tout travailler les sols à terme. Si on redonne vie au sol, on arrivera à travailler les sols normalement. C'est l'idée globale. Même si ici on a la possibilité d'irriguer, on sait qu'on aura des restrictions parce que la ressource en eau n'est pas inépuisable. Alors on fait déjà des efforts sur le type d'espèces qu'on plante, avec des plantes plutôt méditerranéennes justement qui ont des besoins d'eau plus faibles, notamment l'été.
comme l'amandier, le grenadier ou même la vigne. Et on se dit que si en plus on arrive à infiltrer l'eau dans la parcelle, on va encore limiter les besoins en eau. C'est le petit plus, c'est le levier supplémentaire qui va permettre peut-être pas d'être à zéro irrigation, mais en tout cas réduire drastiquement les arrosages. Et puis aussi, ça profite de prendre parce que quand il y a vraiment de l'eau l'hiver, ça infiltre aussi dans la nappe. Alors, le principe du keyline design, ça vient des Australiens. Donc, c'est un travail qui est donc en anglais, ça veut dire du design sur ligne clé, donc conception sur ligne clé. Et ces lignes clés sont dépendantes des courbes de niveau. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais en fait, on va travailler beaucoup sur les courbes de niveau parce qu'en travaillant sur les courbes de niveau, on va permettre de juguler un petit peu la forte érosion, c'est souvent sur les terrains chez les agriculteurs. C'est un des moyens de planter la pluie, je dirais, dans les sols. On travaille sur un triptyque sur trois dimensions. On va travailler sur la gestion de l'eau de pluie. Donc l'idée, c'est d'imprégner les sols, de se servir de l'eau de pluie pour imprégner les sols. On va essayer quand on fait un design, on évite autant que possible de se servir de l'eau qui se trouve en souterrain. Donc, les forages, les sources, si on peut les laisser intacts, c'est pas plus mal. Et en réimprégnant les sols, on va justement réhydrater les nappes phréatiques. Et c'est un triptyque, donc il y a trois choses. Il y a l'eau. Ensuite, on va gérer aussi tout ce qui est agroforesterie, parce que les arbres, ça va nous permettre de remonter l'eau grâce à leurs racines l'été quand on aura bien imprégné les sols. Du coup, ça va réhydrater les sols d'une manière. Donc, on va atténuer les effets de sécheresse. Et on va également atténuer les inondations parce que ça marche dans les deux sens. Dès qu'on va passer à des échelles de bassin versant, ce qui est la tendance à venir, là on va pouvoir fortement atténuer les effets d'inondation, comme on a de plus en plus. Et troisième point, les sols. L'idée aussi derrière tout ça, quand on travaille pour les agriculteurs, c'est le troisième point, c'est de travailler sur les sols. Donc si possible, réintroduire un peu de polyculture élevage. Et nourrir les sols, donc il y a pas mal de choses. On peut faire de la lactofermentation, mais aussi on peut se servir beaucoup d'animaux qui vont tourner, alors si possible en pâturage tournant qui va éviter le surpâturage. Nous, à la DAF, en prenant le relais de ces structures qui travaillent sur le volet hydrologique, on va réfléchir aux différentes listes d'espèces qui seront plantées sur les projets, aux modules de plantation. Et puis accompagner les agriculteurs dans les itinéraires techniques et jusqu'aux plantations, puisqu'on anime des chantiers bénévoles. Donc l'idée, c'est de créer aussi du réseau autour des fermes et sur le territoire en impliquant des scolaires. Donc ce qui se passe, c'est une rencontre entre des étudiants, des apprenants avec des agriculteurs, des gens qui produisent leur nourriture. Et puis forcément pour l'agriculteur, c'est aussi intéressant parce que c'est grâce à toutes ces mains qui viennent assister au chantier, participer au chantier, que les projets peuvent se réaliser. Le suivi scientifique, il a plusieurs volets en fonction justement des différentes problématiques dont a parlé Judith. On a un premier type de suivi qui est un suivi de l'érosion, donc qui peut être un suivi topographique et puis photographique, altimétrique et photographique, pour suivre l'érosion concentrée, donc les ravines qu'on peut voir sur les parcelles, mais aussi selon les contextes géographiques, l'érosion diffuse, donc typiquement la turbidité dans un cours d'eau. Un deuxième type de suivi, c'est le suivi de la modification de l'humidité des sols. Comme on le disait tout à l'heure, la carte de survie, c'est l'eau qui a été infiltrée et répartie dans le sol, et préservée dans le sol. Et donc on vient mesurer cette teneur en eau dans le sol et comment notamment cette teneur en eau dans le sol va être modifiée par les aménagements lors d'événements météorologiques particuliers. Et puis la dernière instrumentation qu'on ne réalise pas forcément ici parce que de nouveau ça demande l'échelle de bassin versant qui est vraiment l'échelle cohérente quand on parle des cycles de l'eau et d'hydrologie, qui est un suivi des cours d'eau, donc notamment le suivi des tillages et le suivi des épisodes de crue d'un cours d'eau, sa dynamique, et de comprendre l'impact que ces aménagements, donc cette infiltration et cette éponge que joue l'amont du bassin versant sur la dynamique et les régimes des cours d'eau. Oui, il y a le volet risque, le volet sur quoi on travaille avec l'hydrologie régénérative et ses approches, donc par rapport au risque hydrologique et pour nous, mais il y a aussi redonner vie au territoire.
Donc là, on n'a pas un suivi, nos suivis servent d'évaluation quantitative locale, mais il y a aussi beaucoup plus des approches plus générales d'évolution du paysage et d'évolution du système hydrographique en général. On a fait des gens vraiment très heureux dans toutes sortes de productions, que ce soit de la viticulture, de l'arboriculture, légumes, vraiment ça marche très très bien et il y a un très bon suivi et les gens ont vraiment accroché à ce projet qui est devenu, ce qui est plus devenu un projet mais qui est devenu une réalité, quoi. Je reviendrai sur l'aspect collectif, c'est-à-dire le très bon travail que les collectifs vignerons font au niveau des appellations Cornas et Saint-Péret, ensemble avec tous les acteurs autour de la table, plus les liens excellents qu'on a eus et qu'on a encore avec nos élus, notre communauté de communes. Je crois que c'est pas si souvent qu'on a des projets comme ça qui sont budgétés, qui sont financés pour mettre en place des solutions qui peuvent être des solutions innovantes. Et qui font à la fois appel à des savoir-faire qui préexistaient. Toute l'équipe SN Lagu était très impliquée dans ce projet. C'est vrai que c'était un peu différent d'habitude pour nous puisqu'il y avait des personnes qui designaient les parcelles. Donc c'était un peu plus facile pour nous et ces personnes étaient relativement à l'écoute aussi, comme nous toujours. De l'agriculteur qui lui connaît le terrain, sait comment il réagit, connaît les endroits où il faut faire l'effort d'amener de l'eau, les endroits où au contraire il faut la drainer. Et c'était une collaboration et des rencontres, des échanges qui étaient hyper enrichissants pour nous en tout cas, et pour les agriculteurs je pense. Donc c'était vraiment une belle expérience.